Et si, pour la première fois depuis 5 siècles, l'Afrique s'apprêtait à rompre définitivement avec la domination étrangère? Cette interrogation enflamme le continent depuis qu'un jeune capitaine burkinabé a défié l'ordre mondial, franchissant une ligne que nul chef d'État n'avait osé franchir avant lui. Pour comprendre l'ampleur du choc, il faut prendre la mesure de l'histoire. Depuis le XVe siècle, chaque tentative d'émancipation africaine a été écrasée ou récupérée. De la traite négrière transatlantique à la colonisation, en passant par les indépendances tronquées des années 60. À chaque époque, l'Afrique s'est trouvée confrontée à la force brutale, à la manipulation diplomatique ou économique, et trop souvent, à la trahison de ses propres élites. Tout bascule lorsqu'il expulse, sans préavis, la plus haute représentante de l'Organisation des Nations Unies du Burkina Faso. Ce geste, aussi spectaculaire qu'inédit, est l'aboutissement d'une longue série de frustrations accumulées. Depuis des décennies, les missions onusiennes se sont installées dans de nombreux pays africains, officiellement pour apporter l'aide humanitaire, stabiliser les régions en conflit ou favoriser le développement. Mais dans les couloirs des palais présidentiels africains, d'innombrables dirigeants ont murmuré leur exaspération face aux pressions, aux ingérences et aux jugements moralisateurs venus de l'extérieur. Le choc est immédiat. Paris, Washington, Bruxelles et Londres chancellent. Jamais une telle décision n'avait été prise dans l'histoire récente du continent. Pour mesurer la portée de l'événement, rappelons-nous quelques précédents. Lorsque le président ivoirien Laurent Gbagbo avait tenté de remettre en cause la tutelle française en 2010, il avait été renversé brutalement avec l'appui tacite des Nations Unies. En 2013, la Centrafrique avait également vu son gouvernement écarté sous la pression conjointe de l'ONU et de la France. Mais jamais, au grand jamais, un chef d'État africain n'avait osé s'attaquer frontalement à la représentation onusienne, symbole suprême du consensus international. En moins de 24 heures, la nouvelle fait irruption dans tous les médias internationaux. En Occident, l'inquiétude monte. On craint un effondrement de la stabilité régionale, un bouleversement des alliances diplomatiques. Mais dans les rues de Bamako, d'Abidjan ou de Lagos, c'est une vague de liesse qui submerge les foules. Sur les réseaux sociaux africains, des millions de jeunes affichent leur soutien au capitaine Traoré, érigeant son geste en symbole du réveil panafricain. Dans les quartiers populaires de Dakar, des cortèges improvisés scandent le nom du capitaine. À Addis Abeba, siège de l'Union africaine, des fonctionnaires laissent éclater leur émotion sur les réseaux internes. De Johannesburg à Casablanca, le mot d'ordre se propage. Plus jamais sous tutelle. Très vite, certains évoquent sérieusement une candidature au prix Nobel de la paix pour ce dirigeant de moins de 40 ans. La mobilisation s'étend. Artistes, professeurs, sportifs, intellectuels africains se joignent au mouvement, exigeant la fin de toutes les tutelles étrangères. Dans un lycée de Lomé, un professeur d'histoire propose à ses élèves un débat inédit. L'Afrique peut-elle se gouverner elle-même? Les réponses fusent, passionnées, révélant une génération avide de rupture et de dignité. Mais l'escalade continue. Traoré lance un appel à la création d'une armée panafricaine, indépendante, affranchie de toute supervision occidentale. Ce projet inédit fait trembler les ambassades et les sièges des grandes institutions internationales. Pour comprendre la portée de cet appel, rappelons-nous le rêve du président ghanéen Kwame Nkrumah, qui, dans les années 60, avait déjà proposé la création d'une force militaire africaine unifiée. À l'époque, le projet avait été torpillé par les rivalités internes et les pressions extérieures. Aujourd'hui, l'écho de ce rêve retentit à nouveau, mais cette fois, il est porté par une jeunesse déterminée à ne plus répéter les erreurs du passé. Jamais, depuis les indépendances, l'équilibre des forces n'a semblé aussi fragile. Pour les Africains, une chance unique de reprendre le contrôle de leur avenir, de leurs ressources, de leur fierté collective. Pour l'Occident, c'est l'influence, l'accès aux richesses et même l'identité mondiale qui vacillent. Prenons l'exemple du Niger, où l'uranium alimente les centrales françaises depuis des décennies, alors que la majorité de la population locale vit sans électricité. Ou encore le cas du cuivre zambien, dont la quasi-totalité des profits s'évapore vers des sociétés étrangères.
pour des millions d'Africains, la fin de cette exploitation apparaît comme une question de survie et de dignité. À présent, tout semble possible. Personne ne peut prédire qui, de l'Afrique insurgée ou de ses anciens tuteurs, remportera ce bras de fer historique. Mais ce séisme diplomatique ne s'explique pas par un simple geste d'insubordination. Car derrière cette expulsion, Traoré s'apprête à révéler au monde des preuves explosives d'ingérences étrangères. Dans l'histoire contemporaine, rares sont les moments où un gouvernement expose publiquement, preuves à l'appui, les coulisses des opérations secrètes menées par de grandes puissances. À l'image du Watergate aux États-Unis ou des révélations d'Edward Snowden sur la surveillance mondiale, le Burkina Faso s'apprête à bouleverser l'ordre établi en dévoilant ses propres secrets d'État. Derrière la porte close du ministère des Affaires étrangères, le protocole explose. Ce matin-là, en plein mois d'août, Ouagadougou se fige. La nouvelle tombe. Barbara Manzi, haute représentante de l'Organisation des Nations Unies, est expulsée sans préavis du Burkina Faso. Le choc est immédiat. Jamais décision n'avait frappé aussi vite, ni aussi haut dans la hiérarchie onusienne africaine. Mais il ne s'agit pas d'une expulsion ordinaire. Dans la salle, la voix du ministre claque. Barbara Manzi devient persona non grata. Elle a 72 heures pour quitter le territoire. Les accusations, égrenées, précises, lourdes, étalées devant caméras et micros du monde entier. Espionnage militaire, espionnage économique, ingérence politique. Selon le gouvernement, elle aurait franchi toutes les lignes rouges, se cachant derrière la façade humanitaire pour infiltrer les secrets les plus sensibles du pays. À titre d'exemple, les autorités burkinabè présentent des extraits d'écoutes téléphoniques dans lesquels des membres de la mission onusienne échangent des informations sur les mouvements de troupes avec des diplomates occidentaux. On découvre également des rapports confidentiels transmis à l'extérieur, détaillant les réserves d'or et de manganèse du pays. Le Burkina Faso orchestre alors une démonstration publique sans précédent. Enregistrements téléphoniques, courriels, images satellites montrant des véhicules de l'ONU sur des sites miniers stratégiques, transactions bancaires suspectes entre comptes onusiens et opposants locaux. La présentation méthodique d'une avalanche de preuves sidère la salle. Nul n'en ressort indemne. Même les détracteurs les plus acharnés du capitaine Ibrahim Traoré, jusque-là sceptiques, restent sans voix. Des experts africains indépendants, souvent taxés de complaisance ou de parti pris, admettent la gravité de la situation. Si les faits sont confirmés, il s'agit d'une violation manifeste de la souveraineté nationale. Le débat public s'enflamme aussitôt. Où finit l'aide internationale? Où commence la manipulation? Dans une université de Cotonou, un colloque improvisé réunit des juristes, des historiens, des étudiants, pour débattre des limites de l'ingérence internationale et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Des voix s'élèvent pour rappeler que des situations comparables ont eu lieu en Amérique latine dans les années 70, lorsque l'Organisation des États américains a servi de prétexte à certaines ingérences. Au cœur de cette crise, un enjeu vital se dessine. Si l'Afrique ne pose pas de limites aujourd'hui, elle pourrait perdre la maîtrise de son avenir pour des générations. À Ouagadougou, chacun sent que l'enjeu dépasse de loin les frontières du Burkina Faso. Pourtant, l'expulsion de l'ONU n'était qu'un premier acte. À peine la tempête apaisée, un raz-de-marée de soutien populaire et d'inquiétude étrangère s'apprête à déferler, bouleversant tout l'équilibre du continent. Mais la riposte internationale ne tarde pas à s'organiser. Les chancelleries occidentales, prises de court, cherchent désespérément à reprendre la main. À Paris, le ministère des Affaires étrangères convoque une réunion d'urgence avec les ambassadeurs des pays du Sahel. À Washington, le Conseil national de sécurité tient une session nocturne pour évaluer les options. Sanctions économiques, suspension de l'aide militaire, pression diplomatique. À Bruxelles, les parlementaires européens débattent à huis clos d'une résolution condamnant la remise en cause de l'ordre international. Quand la voix la plus respectée du continent s'élève, tout vacille. Moins de 24 heures après l'expulsion spectaculaire de la coordinatrice onusienne, Patrick Lumumba, figure morale et juridique incontestée, s'adresse à l'Afrique et au monde. Sa déclaration publique, diffusée sur toutes les chaînes et réseaux sociaux, ne laisse aucun doute. Il soutient le capitaine Traoré,
dissèque la portée juridique et éthique de son geste et rappelle le droit inaliénable des peuples à disposer d'eux-mêmes. Selon lui, le Burkina Faso a tracé une ligne rouge que nul ne pourra plus ignorer. Le choc est immédiat. Sur les réseaux, des hashtags en swahili, peul, wolof, arabe et français explosent. Des milliers de messages, vidéos et manifestes fleurissent, portés par une jeunesse urbaine et rurale. À Dakar, Kinshasa, Abidjan, Bamako, des étudiants défilent, brandissant des pancartes. L'Afrique debout, plus jamais sans nous, souveraineté totale. Ce n'est plus une contestation isolée. C'est une génération entière qui se reconnaît dans cet acte, puise dans l'histoire des luttes et se projette vers un avenir neuf. L'effet d'entraînement ne ralentit pas. En quelques jours, Ibrahim Traoré est proposé officiellement pour le prix Nobel de la paix. Les pétitions circulent, recueillant des centaines de milliers de signatures. Les médias panafricains se mobilisent, couvrant l'événement en continu. L'Union africaine convoque une session extraordinaire. Plus de 40 chefs d'État expriment publiquement leur soutien inconditionnel. Plusieurs gouvernements annoncent une aide logistique et diplomatique, déclarant que l'heure de l'Afrique a sonné. Dans les universités marocaines, des débats citoyens s'organisent pour discuter des conditions d'une paix durable sur le continent. À Lagos, des collectifs de femmes lancent des campagnes de sensibilisation sur le droit à l'autodétermination. À Kigali, des entrepreneurs créent des applications pour faciliter l'accès à l'information sur la souveraineté économique. Mais l'annonce qui fait vibrer l'opinion, c'est celle du projet d'armée continentale. Pour la première fois depuis les indépendances, une alliance militaire africaine, affranchie de toute influence extérieure, voit officiellement le jour. Les pays fondateurs, Burkina Faso, Mali, Guinée, Niger, Tchad, signent une charte commune. Leur mission ? Défendre les frontières africaines, protéger les ressources naturelles et intervenir contre toute agression ou ingérence étrangère. Les premiers contingents, jeunes volontaires venus de tous horizons, prêtent serment sous le drapeau noir vert or. Cette armée n'est pas qu'une force militaire, elle incarne la rupture avec l'ordre ancien, l'affirmation que l'Afrique peut écrire sa propre histoire. Les débats s'enflamment. Certains acclament une révolution de la dignité. D'autres redoutent les dérives. Mais désormais, ce mouvement n'est plus marginal. Il représente une alternative crédible et inédite à la domination néocoloniale. Pour illustrer ce saut historique, rappelons la création de l'OTAN en 1949, qui avait pour but de garantir la sécurité collective des pays occidentaux face à la menace soviétique. Aujourd'hui, l'Afrique tente le pari inverse, protéger son autonomie contre les influences extérieures, non plus par la simple diplomatie, mais par une capacité militaire unie. L'enjeu est immense. Pour des millions d'Africains, il s'agit de prouver que leur révolution est légitime, pacifique et fondée sur le droit. Pour l'Occident, c'est la crédibilité de ces institutions qui vacille. Dans ces heures décisives, la réputation et la voix du continent se jouent. La planète retient son souffle, suspendue aux décisions de cette nouvelle élite panafricaine. Face à l'ampleur du mouvement, les capitales occidentales s'agitent. Leurs vieilles recettes suffiront-elles à endiguer la vague panafricaine? Mais derrière la ferveur populaire, des forces contraires s'organisent dans l'ombre. L'Occident n'a pas dit son dernier mot. Dans les coulisses des capitales occidentales, l'atmosphère s'est chargée d'urgence. À Londres, Paris, Washington et Bruxelles, on multiplie les réunions nocturnes. Les dirigeants du groupe des 7, cernés par l'angoisse, échangent des messages codés, mais rien n'y fait. En quelques heures, des fuites massives inondent Internet. Des extraits de conversations confidentielles révèlent le doute qui les ronge. Et si l'Afrique, cette fois, leur échappait vraiment? Les services secrets redoublent d'activité. Propagande sur les réseaux sociaux, pressions économiques, réactivation des réseaux militaires, toute la panoplie est déployée. Les discours officiels deviennent plus menaçants. On évoque la suspension des aides, le gel des avoirs, voire des manœuvres militaires près du Sahel. Pourtant, ces leviers jadis tout-puissants semblent désormais grippés. En face, une génération africaine aguerrie ne se laisse plus surprendre. Les nouveaux réseaux de renseignement panafricains détectent et neutralisent les campagnes de désinformation.
Le capitaine Traoré, devenu figure de proue de la résistance, lance des mises en garde sans équivoque. Toute tentative d'ingérence sera sanctionnée, collectivement, sans délai ni concession. Les services de sécurité burkinabais, désormais soutenus par des partenaires africains, traquent les opérations clandestines et exposent publiquement les agents de l'ombre. Dans les médias panafricains, des dossiers entiers sont consacrés à l'identification des mécanismes d'influence étrangère. Des journalistes s'inspirent du travail de Julian Assange et de Wikileaks pour publier des documents internes révélant les stratégies d'ingérence. Mais le choc véritable vient de la rue. Dans les universités, sur les places, dans les quartiers comme sur Internet, la mobilisation populaire atteint un niveau inouï. Des appels au boycott économique se répandent du Sénégal à la Tanzanie. Une partie de la diaspora décide de rentrer, portée par l'espoir de refonder le continent. Les jeunes diplômés créent des entreprises, des universités indépendantes ouvrent leurs portes, des plateformes numériques pour l'autonomie financière se multiplient. Cette révolution a le visage d'une Afrique connectée, inventive, déterminée à tourner la page de la dépendance. Prenons le cas de l'initiative Made in Africa, qui encourage la production locale et le remplacement des importations étrangères. À Abidjan, des start-up montent des chaînes de production de smartphones africains, tandis qu'à Nairobi, des ingénieurs développent des systèmes de paiement numérique concurrentiels de ceux des géants occidentaux. L'inquiétude enfle. L'escalade sera-t-elle inévitable? Isolés, les Occidentaux doivent-ils risquer l'affrontement direct ou accepter ce basculement historique? Les analystes s'affrontent. L'Occident a-t-il encore les moyens de freiner la vague, ou l'Afrique écrit-elle déjà, seule, un nouveau chapitre? À mesure que s'approche le Congrès continental africain, les enjeux atteignent leur paroxysme. Le Congrès promet de cristalliser toutes les tensions et d'ouvrir peut-être une ère nouvelle pour le continent. Les regards du monde entier convergent vers l'Afrique. Un congrès pour toute une génération. L'Afrique est-elle à l'aube d'un nouveau destin collectif? Ce moment, déclenché par le courage du capitaine Ibrahim Traoré, dépasse l'acte d'indépendance d'un seul pays. Pour la première fois depuis l'ère des indépendances, tant de peuples africains unissent leurs voix derrière une vision commune, portée par la jeunesse et des élites panafricaines engagées. Le congrès continental qui se prépare n'est pas un simple sommet symbolique. Son ambition est immense, jeter les bases d'une souveraineté réelle, juridique, économique et culturelle. L'objectif est clair, créer une monnaie africaine indépendante, bâtir une justice continentale, réinventer l'éducation pour réconcilier tradition et modernité, et enfin donner un sens concret au mot « union » dans Union africaine. Pour illustrer la difficulté de l'entreprise, rappelons l'échec du projet du franc CFA à devenir une monnaie véritablement autonome, ou les obstacles rencontrés par la création de la Cour africaine des droits de l'homme. Cette fois, les participants du Congrès veulent aller plus loin. Adoption d'une monnaie numérique panafricaine, harmonisation des législations sur l'exploitation des ressources naturelles, instauration d'un passeport continental. Mais déjà, l'onde de choc atteint les capitales occidentales. Face à ce projet inédit, les menaces se multiplient, sanctions économiques, pression militaire voilée, guerre de l'information. Les médias occidentaux parlent de déstabilisation, tandis que certains gouvernements planifient des interventions indirectes via des groupes armés ou la manipulation de l'opinion publique. Cette réaction révèle l'ampleur des intérêts en jeu. Depuis plus de 60 années, les matières premières, l'énergie, la main-d'œuvre bon marché et même l'influence idéologique de l'Afrique nourrissent la puissance occidentale. Tout pourrait basculer si le Congrès parvient à poser les fondations d'une autonomie continentale. Cependant, la réussite de cette révolution repose sur plusieurs clés. La technologie occupe une place centrale. Contrôler les infrastructures numériques, sécuriser les communications, développer des plateformes africaines sont des impératifs. Les ressources naturelles, longtemps pillées, doivent enfin être gérées de façon souveraine et transparente. Nouer de nouveaux partenariats avec les pays émergents d'Asie ou d'Amérique du Sud pourrait aussi changer la donne. Le leadership générationnel devient une force décisive. La jeunesse africaine, hyper connectée et résolument tournée vers l'avenir, refuse les compromis hérités du passé. Elle exige une gouvernance responsable et participative, où chaque citoyen a voix au chapitre.
Dans plusieurs grandes villes africaines, des assemblées citoyennes voient le jour. Chaque quartier élit ses délégués, qui participent aux débats nationaux par visioconférence. Les sujets abordés vont de la gestion de l'eau à la réforme de l'éducation, en passant par la protection des langues locales. Mais quel rôle chacun peut-il jouer? Pour les Africains, c'est le moment de s'informer, de débattre, de s'engager, en ligne ou dans leur communauté. Pour les Occidentaux, il s'agit de dépasser les discours paternalistes, d'écouter la voix des peuples africains et de faire pression sur leur gouvernement pour éviter toute escalade. Quant aux citoyens du monde, ils peuvent soutenir ce mouvement en partageant l'information, en brisant les clichés et en exigeant un traitement équitable de l'Afrique sur la scène internationale. Voici quelques étapes concrètes pour renforcer l'autonomie africaine. Privilégier les produits locaux, soutenir financièrement les médias indépendants, participer à des campagnes d'éducation civique, promouvoir l'apprentissage des langues africaines ou encore s'informer sur l'histoire réelle du continent. Il faut le dire sans détour. C'est peut-être la dernière chance pour le continent de sortir de l'ombre du néocolonialisme. Si ce projet échoue, une nouvelle vague de domination extérieure pourrait condamner l'Afrique à rester le terrain de jeu des puissances étrangères pour des générations. Le moment de vérité approche. Dans les prochaines semaines, tout va se jouer. L'histoire s'écrit sous nos yeux, et chacun devra choisir de quel côté de la page il apparaîtra. Mais derrière cette mobilisation sans précédent, de nombreux pièges se dressent encore sur la route du Congrès. Les adversaires de l'autonomie africaine n'ont pas dit leur dernier mot. Des campagnes de désinformation, orchestrées depuis l'étranger, tentent de semer la division entre anglophones et francophones, entre musulmans et chrétiens, entre pasteurs et citadins. Des rumeurs sur d'hypothétiques menaces terroristes fleurissent, cherchant à justifier de nouvelles interventions étrangères. Cette révolution ne sera peut-être pas retransmise à la télévision, mais elle s'écrit en direct, sur YouTube, TikTok et surtout dans les rues africaines. Ce à quoi nous assistons dépasse de loin une simple crise politique ou un duel entre gouvernements. Pour la première fois, une tentative sérieuse et coordonnée de souveraineté africaine totale émerge, portée par la jeunesse et des élites panafricaines, non plus par le vieux nationalisme solitaire d'antan. Lorsque le capitaine Ibrahim Traoré a renvoyé la coordinatrice résidente des Nations Unies, il a ouvert la porte à une recomposition profonde du rapport de force mondial. Il ne s'agit plus seulement de dénoncer l'influence occidentale, c'est une affirmation radicale de la maîtrise du continent sur son futur, ses richesses, son économie et sa dignité. Les preuves d'ingérences étrangères, exposées au grand jour, ont dévoilé des décennies de contrôle masqué. Pour la première fois, le secret n'est plus la règle. Chaque citoyen, en temps réel, peut juger par lui-même. De Ouagadougou au fils Twitter, la vague de soutien populaire enfle. Étudiants, enseignants, mais aussi figures majeures comme le professeur Lumumba reprennent l'appel à l'unité et à l'autodétermination. Sur 54 pays, une jeunesse décide de ne plus laisser son destin s'écrire dans des capitales étrangères. Cette révolution n'a pas de nom figé. Elle naît, elle grandit, elle s'invente chaque jour. Mais cette ambition a son revers. Dans les capitales occidentales, la panique grandit. Ce qui est en jeu dépasse la perte d'image. C'est tout un modèle d'influence, d'accès aux matières premières et d'identité collective qui vacille. Pendant des décennies, l'ordre international fixait les règles, le vocabulaire, les priorités. Aujourd'hui, ce sont les Africains qui imposent leurs termes, qui exigent le respect et redéfinissent le débat. Il ne s'agit pas de revanche, mais d'un rééquilibrage historique. Tout cela se décide non pas dans les bureaux feutrés, mais dans la rue, sur les réseaux, dans l'imaginaire collectif. Que vous soyez africain, occidental ou simple témoin, votre place dans l'histoire s'écrit en ce moment même. Le choix de rester spectateur ou d'agir n'a jamais eu autant de poids. Car ce qui se joue, ce ne sont pas seulement des ressources ou des privilèges. C'est la possibilité, pour tout un continent, de reconquérir sa dignité et son avenir. La révolution du capitaine Traoré n'est pas la fin d'un vieux monde, mais la naissance d'un nouveau récit. Un récit où l'Afrique, forte de ses voix, de ses preuves et de son unité, ose sortir des schémas imposés. La suite.
Elle dépendra de ce que chacun sera prêt à comprendre, défendre et bâtir, ensemble. Et maintenant, la question ultime. Ce nouveau chapitre africain sera-t-il une simple parenthèse ou le début d'un basculement irréversible? L'histoire retiendra-t-elle le nom du capitaine Traoré comme celui de Patrice Lumumba, de Thomas Sankara ou de Nelson Mandela? Ou l'élan populaire retombera-t-il, étouffé par les pressions extérieures et les querelles internes? Rien n'est écrit d'avance. Mais une chose est sûre, l'heure n'est plus à la résignation. L'Afrique, pour la première fois depuis 5 siècles, tient peut-être son destin entre ses mains. La dette des questions est close, mais celle de l'action commence.